Éteignez la lumière, fermez la porte, installez-vous confortablement. Vous êtes sur le point de plonger dans l'un des univers les plus sombres, les plus terrifiants et les plus fascinants du cinéma moderne, The Conjuring Universe. Depuis 2013, cette saga a bouleversé le cinéma d'horreur. Inspirée par des événements réels, elle mêle faits divers paranormaux, foi religieuse et horreur surnaturelle. Mais plus qu'une simple série de films, The Conjuring est devenu un véritable univers connecté, peuplé de démons, de sorcières, de poupées maudites et de maisons hantées. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur tout ce qu'il faut savoir pour comprendre et ressentir cet univers. Nous reviendrons sur les affaires réelles qui ont inspiré les films, nous analyserons les techniques de mise en scène qui provoquent cette peur viscérale, nous suivrons la technologie complète film par film pour éclaircir chaque connexion, nous évoquerons aussi les coulisses, les secrets du tournage et les histoires vraies derrière Annabelle, Valak ou encore la terrifiante affaire des Smurls. Préparez-vous pour un voyage de quelques minutes dans les ténèbres où le doute, la peur et le surnaturel ne feront qu'un, car dans l'univers de Conjuring, chaque ombre peut cacher une menace et chaque silence peut précéder un hurlement. Pour comprendre The Conjuring, il faut revenir à la source, les Warren. Sans eux, pas de film, pas de franchise, pas d'univers connecté. Ed et Lorraine Warren étaient un couple américain qui consacra leur vie à l'étude et à la lutte contre les phénomènes paranormaux. Ed était démonologue autodidacte, reconnu par l'Église comme l'un des rares laïcs à avoir un véritable rôle dans l'exorcisme. Lorraine, elle, affirmait posséder un don de clairvoyance. Ensemble, ils formeront un duo à la fois craint, respecté et controversé. Dans les années 1950, ils commencent à enquêter sur des maisons hantées, des possessions et des manifestations inexpliquées. Ils se rendent sur les lieux, interrogent les témoins, documentent les cas avec des photos, des enregistrements, des croquis. Leur objectif, comprendre, mais surtout protéger les familles victimes de ceux qu'ils considèrent comme des forces démoniaques. Les Warren ne se contentaient pas d'écouter, ils intervenaient activement. Prières, bénédictions, rituels, exorcismes, ils étaient souvent le dernier recours pour des gens terrorisés. Chaque fois qu'ils réussissaient à neutraliser un objet maudit, ils le rapportaient chez eux. Leur maison devint vite un sanctuaire d'artefacts démoniaques, poupées, totems, statues, objets rituels, instruments sataniques, tous gardés dans une salle verrouillée. Ce lieu, connu aujourd'hui comme le musée occulte des Warren, est l'un des endroits les plus terrifiants des États-Unis. On y trouve des centaines d'objets, mais l'un d'eux est devenu mondialement célèbre, la poupée Annabelle. Bien sûr, tout le monde n'a pas cru aux Warren. Certains les ont accusés d'exagérer, d'inventer ou de profiter de la crédulité des familles, mais qu'on y croit ou non, leur dossier existe bel et bien et les témoignages de dizaines de familles persistent encore aujourd'hui. C'est cette ambiguïté entre réel et fiction, croyance et scepticisme qui fait de leur histoire une base parfaite pour le cinéma. Les Warren ont enquêté sur plus de 10 000 cas. Parmi les plus célèbres, Amityville en 1975, peut-être le cas de maison hantée le plus médiatisé de l'histoire, les Perrons en 1971, qui inspirera directement The Conjuring, le cas Enfield en 1977, qui donnera naissance à The Conjuring 2, Arne Johnson en 1980, le premier procès américain plaidant la possession, basé sur Conjuring 3, et enfin les Smurls, dans les années 80, une famille persécutée pendant des années, futur cœur de The Conjuring 4. Chacun de ces cas allait devenir plus tard un chapitre cinématographique. Les Warren sont devenus des figures incontournables de la culture horrifique. Leur musée attire encore aujourd'hui des curieux, des croyants et des sceptiques. Annabelle est devenue une icône et James Wan, en choisissant de raconter leur histoire, leur a offert une forme d'immortalité dans la fiction. Ainsi commence notre voyage avec Ed et Lorraine. Nous avons la clé pour comprendre pourquoi l'univers Conjuring est unique. Il repose sur une promesse glaçante. Toutes ces histoires ont, d'une manière ou d'une autre, une racine dans la réalité. En 1971, une ferme isolée dans le Rhode Island, la famille Perron pense avoir trouvé la maison idéale pour recommencer une nouvelle vie. Mais très vite, leur rêve tourne au cauchemar. Le film s'ouvre sur une atmosphère lourde, pesante, des bruits de pas dans la nuit, des portes qui claquent, des odeurs étranges. Caroline Perron, la mère, commence à voir et entendre des choses qu'aucun autre membre de la famille ne perçoit. Puis peu à peu, les manifestations deviennent visibles pour tous, des objets se déplacent, des silhouettes apparaissent dans l'ombre, et les enfants affirment voir des esprits dans leur chambre. La tension monte inexorablement, chaque nuit semble plus dangereuse que la précédente. La maison n'est pas seulement hantée, elle est possédée par une entité malveillante. Ed et Lorraine Warren sont appelés. Dès leur arrivée, Lorraine perçoit une présence d'une entité rare. Elle sent la haine, la rancune, une entité prête à détruire toute la famille. Rapidement, ils identifient l'esprit d'une femme accusée de sorcellerie au XVIIe siècle, Bathsheba. Selon la légende, elle aurait sacrifié son enfant au diable avant de se pendre dans l'arbre derrière la maison.
Le film nous entraîne dans une spirale terrifiante, les attaques deviennent physiques, Caroline est progressivement possédée et le combat final se transforme en une lutte entre la foi, la lumière et le mal le plus absolu. Le succès est colossal. Pour 20 millions de dollars de budget, le film rapporte plus de 320 millions, mais surtout, il ravive l'intérêt du public pour les films de maisons hantées. Et derrière le cinéma, il y a la réalité. Les vrais Perron affirment encore aujourd'hui que leur maison était réellement hantée. Caroline Perron aurait vécu des épisodes de transe violentes. Lorraine Warren confirma que c'était l'un des cas les plus dangereux de sa carrière. 3 ans plus tard, James Wan replonge dans les ténèbres avec une nouvelle enquête des Warren. Cette fois, direction l'Angleterre, à Enfield, en 1977. Les Hudson vivent dans une maison ouvrière. Janet, 11 ans, commence à montrer des signes inquiétants. Voix gutturale, transe, lévitation supposée. Très vite, la maison semble habitée par l'esprit d'un vieil homme, Bill Wilkins, ancien occupant. Mais derrière cette hantise se cache une présence bien plus ancienne et maléfique. Valak, le démon qui prendra l'apparence terrifiante d'une nonne. Cette entité manipule, trompe et s'immisce dans les rêves des Lorraine, elle-même la poussant au bord du désespoir. Dans ce film, on retrace l'affaire Enfield réelle. En 1977, des journalistes britanniques couvrirent effectivement ce cas. Photos et enregistrements montrent Janet prétendument lévitant ou parlant avec une voix rauque d'adulte. Mais beaucoup accusèrent les enfants d'avoir exagéré ou limité des phénomènes. Le 3e opus nous entraîne dans une affaire glaçante de 1981, celle d'Arne Johnson. Après un exorcisme d'un jeune garçon, David Glatzel, l'esprit démoniaque semble se transférer à Arne, le petit ami de la sœur du garçon. Quelques jours plus tard, Arne commet un meurtre brutal. Son procès deviendra le premier aux États-Unis où la défense plaidera la possession démoniaque comme circonstance atténuante. Le film s'éloigne du schéma classique de la maison hantée pour explorer les thèmes du rituel satanique, des malédictions et de l'obsession démoniaque. Lorraine doit affronter des visions de plus en plus dangereuses, tandis qu'Ed lutte contre sa propre fragilité physique. La réalité judiciaire, en 1981, le procès d'Arne Johnson fit grand bruit. Les journaux surnomment l'affaire « The Devil Made Me Do It ». Le juge refusa cependant la possession comme véritable défense. Arne fut condamné, mais purgea une peine réduite. Le film introduit un antagoniste humain, un occultiste qui invoque le mal volontairement. Cela élargit l'univers au-delà des entités spontanées en explorant la notion de mal volontaire. Et enfin le thème, l'amour, la foi, mais aussi la corruption par le mal et les limites de la justice humaine. La trilogie de Conjuring forme le cœur battant de l'univers. Elle établit un cœur central, Ed et Lorraine plus humains que héros, des cas réels transformés en récits cinématographiques, et enfin un ton unique, mélange de réalisme, de foi et d'horreur gothique. Chacun de ces films s'inspire de véritables affaires, mais transcende les faits pour créer une expérience sensorielle. Les critiques soulignent la maîtrise de James Wan dans les 2 premiers films et l'audace du 3e à élargir l'univers. Mais ces 3 films ne sont que le début, car autour d'eux gravite une série de spin-offs et de récits parallèles qui vont enrichir et amplifier encore davantage l'univers. Parmi toutes les entités de l'univers Conjuring, une seule a réussi à s'imposer comme une icône horrifique à part entière, Annabelle. Une simple poupée au regard vide mais qui incarne le mal absolu. Dans la vraie vie, Annabelle n'est pas une poupée de porcelaine au visage craquelé que l'on voit dans les films. Elle est bien plus banale, une poupée de chiffon de la marque Rajedian, au sourire cousu et aux grands yeux noirs. Dans les années 1970, une infirmière reçoit cette poupée en cadeau. Rapidement, elle et sa colocataire remarquent des phénomènes étranges. La poupée change de place toute seule, des notes écrites apparaissent dans l'appartement, des griffures apparaissent sur les murs. Convaincue qu'il s'agit d'un esprit d'enfant, elle contacte un médium qui leur dit que la poupée est habitée par l'âme d'une petite fille nommée Annabelle. Mais lorsque les phénomènes deviennent agressifs, elles font appel aux Warren. Lorraine perçoit immédiatement une entité démoniaque manipulant l'image d'un enfant pour gagner la confiance des 2 jeunes femmes. Ed et Lorraine scellent la poupée en la plaçant dans leur musée occulte, dans une vitrine bénie par un prêtre. Aujourd'hui encore, Annabelle repose dans cette boîte en verre avec l'inscription « Warning, Positively do not open ». Le premier spin-off consacré à la poupée raconte l'histoire d'un couple des années 60, Mia et John Form, qui attendent un enfant. John offre à sa femme une poupée de collection, Annabelle, mais peu après, des membres d'une secte satanique envahissent leur maison. Du sang coule sur la poupée, dès lors, elle devient le vecteur de phénomènes démoniaques. Ce 2e opus revient en arrière pour nous raconter l'origine de la malédiction. En 1955, un fabricant de poupées, Samuel Mullins, perd sa fille, Annabelle, dans un accident. Brisé, il croit sentir son esprit revenir et accepte sa présence dans une poupée fabriquée par ses soins. Mais il ne s'agit pas de sa fille, il s'agit d'un démon. 12 ans plus tard, des orphelins sont recueillis dans la maison des Mullins. Très vite,
Annabelle reprend son œuvre de terreur. Ce film est souvent considéré comme le meilleur de la trilogie. David F. Sandberg, réalisateur de Lights Out, y déploie une mise en scène d'une efficacité glaciale. Les scènes avec la petite Janice, paralysée et poursuivie par le démon, restent parmi les plus effrayantes de l'univers. Le troisième volet, lui, se déroule directement dans le musée occulte des Warren. Les parents étant absents, leur fille Judy reste à la maison, gardée par une babysitter, mais une amie de cette dernière, par curiosité, ouvre la vitrine d'Annabelle. La poupée libère alors les forces enfermées dans le musée. Chaque artefact devient une menace, le samouraï, le téléviseur hanté, l'autostoppeur fantôme, mais Annabelle reste le cœur du chaos. Ce film est un festival d'entités, un véritable parc d'attractions horrifiques. Il sert aussi de prétexte pour étoffer l'univers. Chaque objet du musée pourrait devenir un futur spin-off. S'il y a une figure qui a glacé le sang des spectateurs plus qu'une autre, c'est bien elle, la nonne. Son vrai nom, Valak, un ancien démon, retors, qui prend l'apparence du sacré pour mieux le profaner. Dans les grimoires médiévaux, Valak est un démon décrit comme un enfant ailé chevauchant un dragon capable de commander des légions infernales. James Wan et son équipe ont choisi de transformer cette créature en une nonne démoniaque, un symbole plus marquant, plus dérangeant. Pourquoi une nonne? Parce que la foi, censée protéger, devient ici une source d'horreur, voire un symbole sacré perverti et profondément perturbant, surtout pour un public croyant. En 1952, dans une abbaye roumaine, des religieuses affrontent une entité qui les terrorise. Le Vatican envoie le père Burke et une jeune novice, sœur Irène, pour enquêter. Très vite, ils découvrent que l'abbaye est bâtie sur un portail menant directement aux enfers et c'est Valak qui cherche à franchir ce seuil. Le film déploie une atmosphère gothique, couloirs de pierre, catacombes, bougies vacillantes. Valak y apparaît comme une ombre persistante, se cachant dans les murs, surgissant dans les miroirs, avançant dans les ténèbres, avec un sourire démoniaque. La suite reprend quelques années plus tard, sœur Irène, devenue religieuse à part entière, est de nouveau confrontée à Valak, cette fois en France. Le démon poursuit son œuvre de profanation, semant le chaos dans une école catholique. Ce deuxième volet élargit l'univers de Valak, confirmant qu'il ne se limite pas à un seul lieu, il erre, s'acharne, s'incarne et cherche sans cesse à corrompre. Valak est plus qu'un simple antagoniste, il est le fil invisible qui relie plusieurs histoires. On le retrouve dans Conjuring 2, dans La Nonne, et son influence plane sur d'autres films. Son design simple et marquant, une nonne au visage cadavérique, est devenue une icône de l'horreur moderne. Si Annabelle est la peur de l'objet maudit et Valak la peur du sacré perverti, la Llorona incarne la peur de la malédiction transmise à travers des générations. La Llorona, ou la femme qui pleure, est une figure du folklore latino-américain. Selon la légende, une femme aurait noyé ses enfants dans un accès de folie ou de vengeance. Rejetée par les siens, condamnée par Dieu, elle erre pour l'éternité, pleurant ses enfants perdus et cherchant à enlever ceux des autres. Cette histoire est racontée aux enfants comme un avertissement. Ne sortez pas la nuit, car la Llorona pourrait vous emporter. Le film transpose cette légende dans les années 1970 à Los Angeles. Une assistante sociale, Anna Tate Garcia, découvre qu'une mère qu'elle surveillait tentait de protéger ses enfants de la Llorona. Mais bientôt, ce sont ses propres enfants qui sont ciblés. Bien que moins directement lié à The Conjuring, le film intègre le prêtre Pérez, déjà vu dans Annabelle, confirmant qu'il s'agit bien du même univers. La Llorona fonctionne sur le thème de la culpabilité maternelle et du deuil. Si le film a été critiqué pour ses jumpscares faciles, il enrichit néanmoins l'univers en ouvrant la porte à d'autres mythes et légendes issus d'une culture variée. L'univers Conjuring n'est pas une suite du film, c'est une mosaïque. Chaque pièce raconte une histoire, mais l'ensemble forme une fresque horrifique qui s'étend sur plus d'un demi-siècle. Pour vraiment comprendre cette saga, il faut la reconstituer par ordre chronologique. En numéro 1 vient La Nonne, en 1952, en Roumanie. L'histoire commence dans les profondeurs d'une abbaye roumaine. Valak, démon ancestral, tente de franchir le portail de l'enfer. Le Vatican envoie ses émissaires, mais le mal n'est pas vaincu. Il trouve une brèche, une forme, un visage, celui d'une nonne. C'est ici que naît la terreur, la graine du mal, qui réapparaîtra plus tard dans les visions de Lorraine Warren. En numéro 2, Annabelle, la création, en 1955, en Californie. Quelques années plus tard, le fabricant Samuel Mullins crée la poupée Annabelle. Après la mort tragique de sa fille, il accepte inconsciemment un démon dans sa maison. Résultat, les orphelins recueillis sont livrés à l'horreur. C'est le premier contact direct avec Annabelle et le début de la malédiction liée à l'objet. Numéro 3, La Nonne 2, en 1956, en France. Sœur Irène, témoin des événements de Roumanie, retrouve la trace de Valak. Cette fois, le démon sème la mort en Europe de l'Ouest, profanant une école catholique et étendant son influence. Valak n'est donc pas enfermé dans une seule abbaye, il voyage, se dissimule, attend son heure. Numéro 4, Annabelle, 1967, Santa Monica, en Californie. Le démon lié à Annabelle se réactive lorsqu'une secte satanique s'en prend au couple forme. La poupée devient le vecteur de manifestations surnaturelles terrifiantes. À partir de là, Annabelle passe de main en main jusqu'à finir dans le musée occulte des Warren.
En 5, Conjuring 1971, Rhode Island, la famille Perron, victime de Bathsheba et des forces maléfiques de leur maison, fait appel aux Warren. C'est la première grande affaire du couple portée à l'écran et le point de départ du récit principal. C'est aussi ici qu'on revoit Annabelle enfermée dans sa vitrine, sous la garde vigilante d'Ed et Lorraine. En numéro 6, Annabelle Comes Home, en début des années 70 à peu près dans le Connecticut. Tandis qu'Ed et Lorraine s'absentent, Annabelle provoque le chaos dans leur propre maison. La fille du couple, Judy, se retrouve confrontée aux entités enfermées dans le musée occulte. Cette histoire se déroule parallèlement aux premières grandes affaires des Warren, ajoutant une dimension intime. Le mal n'épargne même pas les protecteurs eux-mêmes. En 7ème, The Curse of Llorona en 1973 à Los Angeles. Bien que périphérique, ce film se déroule dans le même univers. Confirmé par la présence du père Pérez, Anne Tate Garcia affronte la Llorona, la femme en pleurs qui cherche à emporter ses enfants. Un détour par le folklore mexicain qui prouve que le mal n'a pas de frontières. En 8, The Conjuring 2, 1977, Anfield en Angleterre. Retour aux Warren, cette fois c'est la famille Hodgson qui subit les assauts d'une entité. L'esprit du vieil homme Bill Wilkins, mais derrière lui se cache Valak. Ce film est essentiel car il confirme que les apparitions démoniaques sont liées entre elles. Valak n'est pas un démon isolé, il tisse une toile qui piège ses victimes à travers le temps et les continents. En 9, The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It, 1981 dans le Connecticut. Arne Johnson devient le premier homme aux États-Unis à plaider la possession démoniaque lors d'un procès pour meurtre. Le film marque une transition. Le mal n'est plus seulement dans les maisons hantées, mais aussi dans les tribunaux, dans la société. Les Warren ne combattent plus uniquement des entités, ils doivent affronter l'incrédulité de la justice humaine. Et enfin en 10, l'avenir de la saga, le dernier film annoncé, The Conjuring Last Rites, devrait clore l'arc principal des Warren. On ignore encore son époque précise, mais tout porte à croire qu'il s'attaquera à l'un des grands dossiers du couple, peut-être de la famille Smurl, ou un cas encore jamais porté à l'écran. Ed et Lorraine Warren n'étaient pas que des personnages de cinéma. Bien avant que James Wan ne s'empare de leur image, ils parcouraient déjà les États-Unis, et parfois même le monde, pour enquêter sur des phénomènes inexplicables entre croyances, foi, scepticisme et parfois polémique. Leur dossier constitue le cœur de l'univers Conjuring, mais que s'est-il réellement passé? Ed Warren est né en 1926, décédé en 2006. C'est un ancien vétéran de la Seconde Guerre mondiale devenu démonologue autodidacte. Lorraine Warren, née en 1927 et décédée en 2019, était une médium clairvoyante affirmant pouvoir percevoir les auras et les présences spirituelles. Ensemble, ils fondent en 1952 la New England Society for Psychic Research, l'un des premiers groupes d'enquête paranormale des États-Unis. Leur maison, située dans le Connecticut, abrite leur fameux musée des occultes, rempli d'objets liés à des affaires surnaturelles, dont Annabelle. Pour certains, ils étaient des charlatans, pour d'autres, des protecteurs. Le cinéma, lui, les a transformés en icônes. Deux infirmières, Donna et Angie, affirment qu'une poupée de chiffon bouge seule, écrit des messages et gratte leurs murs. Après l'intervention des Warren, ils concluent qu'un démon se cache derrière la poupée et la place dans leur musée. Le film transforme la tragédie Anne en une poupée de porcelaine effrayante, invente des sectes sataniques et ajoute des manifestations spectaculaires. Vérité ou exagération, peu importe, Annabelle est devenue une légende moderne. La famille Perron affirme que leur ferme est hantée. Bruit, odeur, apparition, transe violente de Caroline Perron. Lorraine dira plus tard que c'était l'un des cas les plus dangereux de sa carrière. The Conjuring invente Bathsheba, la sorcière maudite. Dans les archives réelles, Bathsheba Shaman a bel et bien existé, mais rien ne prouve qu'elle ait pratiqué de la sorcellerie. Ce mélange d'histoire locale et de croyances façonne le premier Conjuring. Une famille modeste, les Hodgson, est victime de phénomènes étranges. Des policiers, des journalistes et des enquêteurs indépendants attestent avoir vu des chaises bouger, entendu des voix étranges. Les sceptiques accusent les enfants, notamment Janet, d'avoir truqué certains événements. Leur implication réelle fut minime pour les Warren. Ils ont surtout visité la maison brièvement. Et enfin, fictivement, The Conjuring 2 place les Warren au centre de l'affaire, opposés à Valak. Ici, Hollywood a pris de grandes libertés pour donner du souffle épique à l'intrigue. Après l'exorcisme du jeune David Glatzel, Arne Johnson tue son propriétaire. Sa défense plaide la possession démoniaque. Le juge refuse et Arne est condamné à 20 ans, mais libéré après seulement 5 ans pour bonne conduite. Du point de vue des Warren, ils témoignent avoir assisté à la transférence démoniaque, du côté de la fiction bien évidemment. The Conjuring 3 introduit un occultisme manipulant la famille et développe le lien avec les Valak. Ce cas est unique, le seul procès criminel américain à avoir tenté d'utiliser la possession comme défense. Jack et Janet Smurl affirment que leur maison est le théâtre de manifestations démoniaques. Bruit, odeurs pestilentielles, attaques physiques, tentatives de viol démoniaque. Ils contactent les Warren qui déclarent que la maison est infectée par un démon puissant. Les sceptiques, eux, accusent la famille d'exagération ou de chercher l'attention médiatique. Au niveau de la fiction, ce n'est pas encore exploité directement dans les films, mais il est fortement pressenti pour
Conjuring 4. L'affaire Smurl est l'une des plus controversées mais aussi l'une des plus sombres du catalogue des Warren. Nous avons plongé ensemble dans l'univers Conjuring, des véritables enquêtes des Warren aux adaptations cinématographiques, des démons iconiques aux objets maudits, des thèmes universels aux futures perspectives de la saga. Nous avons traversé une fresque de peur, de foi et de légende. Ce n'est pas seulement une saga de films d'horreur, c'est une mythologie moderne bâtie à partir de faits réels, transformée par le cinéma en récit universel. Elle mêle 3 dimensions, l'historique avec les véritables dossiers des Warren, l'artistique, le style des réalisateurs, la mise en scène et l'esthétique gothique, et enfin le spirituel, les grandes peurs existentielles, la lutte entre la foi et le mal. C'est cette combinaison qui explique le succès mondial de la saga. Parce que chacun de nous a déjà ressenti la peur dans sa propre maison, là où tout devrait être sûr. Parce que chacun connaît les histoires d'objets maudits, de fantômes, de légendes transmises dans sa culture. Parce que, croyant ou non, nous sommes tous fascinés par l'idée qu'il existe peut-être un monde invisible au-delà du nôtre. Conjuring appuie là où les angoisses sont les plus profondes, l'invisible, l'inexplicable, l'incontrôlable. Ed et Lorraine sont devenus bien plus que des simples enquêteurs paranormaux à travers les films, ils sont devenus les gardiens de la frontière entre notre monde et l'au-delà. Que l'on croit ou non à leurs récits, ils ont marqué la culture populaire et inspiré une génération entière d'amateurs d'horreur. Ce Conjuring Last Rite viendra probablement conclure l'arc des Warren, mais l'univers ne s'arrête pas là. Les spin-offs, les nouvelles légendes et peut-être de nouveaux héros continueront d'élargir cette toile démoniaque. Comme le mal dans les films, l'univers Conjuring ne disparaît jamais vraiment, il change de forme, il se transforme, mais il reste présent. Alors, que retenir de cette plongée? Peut-être que les films Conjuring ne sont pas seulement là pour nous faire crier, ils sont là pour nous rappeler que la peur fait partie de nous, elle nous définit, elle nous relie, elle nous fait croire, l'espace d'un instant, que l'invisible existe vraiment. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers l'univers Conjuring. Si vous êtes resté ici, c'est que vous aimez avoir peur, ou peut-être que quelque chose derrière vous aime vous regarder trembler. N'hésitez pas à partager vos propres théories, vos scènes préférées et vos attentes pour Conjuring 4, et notamment vos avis sur le film, dans les commentaires. Et surtout, souvenez-vous, le mal ne dort jamais, il attend. Alors, vérifiez bien vos portes, vos miroirs et surtout vos poupées. A très bientôt dans l'ombre.